Hello Vincent. Hello Mary. Bonjour à tous. Alors c'est vrai que Vincent, je te connais depuis quelques années déjà. Et puis alors ça fait un petit bout de temps qu'on devait faire cette vidéo sur l'autonomie énergétique. Des années je crois. Ouais. Et puis tu me disais non mais je suis pas encore prêt, j'ai pas encore démissionné parce qu'il te fallait tout plaquer en gros pour démarrer ton activité. Tu vas nous expliquer un petit peu ça. Oui. Et donc là en fait là tu as tout plaqué et puis tu vas démarrer des choses autour de l'autonomie énergétique. Autonomie énergétique, oui je crois que surtout essentiellement c'est ça, oui. Ouais. Et donc voilà, alors, qui es-tu Vincent? Je suis Vincent, je suis un voyageur sur cette terre, de passage, j'aime bien dire. Là tu viens de clôturer combien? 20 ans, 30 ans dans l'éducation nationale? Presque 25 ans d'éducation nationale où j'étais prof à l'université, où j'ai enseigné l'électricité, l'électronique, la mesure, l'informatique industrielle. Et j'étais en soif d'émancipation, soif d'autonomie, et j'ai cette maison de famille dans laquelle je suis maintenant. Donc j'ai tout plaqué en Lorraine. Et puis je suis installé là, je ne veux pas dire définitivement, mais en tout cas à plein temps ici. Ouais. Alors nous sommes en Ardèche. Voilà, on entend au bruit des cigales, au chant des cigales. Je ne sais pas si elles sont encore réveillées parce qu'il est tôt là ce matin, 9h, on est matinale. Oui, tout à fait. Donc changement de vie, nouveau départ dans cette vie que j'espérais depuis assez longtemps. Ça fait longtemps que je veux ce grand départ pour une vie pleine de sens, autonome et souveraine. C'est un autre chantier, ça, la souveraineté, mais on va dire pour l'instant l'autonomie totale. C'est un autre sujet, pas vraiment, c'est très en interaction finalement. C'est en interaction, ça va encore un peu plus loin que l'autonomie, on va dire, physique. La souveraineté, c'est un état d'être, plus que des choses physiques. Donc voilà, je suis attiré par tout ce qui m'émancipe du système. J'ai un rapport étrange avec l'autorité, je ne supporte pas. Donc je suis maître à bord. Je le souhaite en tout cas. Et même si j'étais assez libre de mes mouvements à l'éducation nationale, parce que à l'université, je faisais un petit peu ce que je voulais, mon programme, je faisais vraiment mes cours, je choisissais ce que je voulais faire, mais pour autant, j'avais un lien avec le système. J'étais payé par le système, je devais un petit peu rendre des comptes et surtout mettre des notes. Moi, j'ai horreur de mettre des notes. Pour moi, la vie, c'est pas évalué, c'est pas noté. Alors, ton expérience, elle est intéressante. On va juste en parler 1 ou 2 minutes parce qu'en fait, si tu as mis du temps à partir de l'éducation nationale, c'est que tu étais, comme beaucoup, dans une espèce de cercle vicieux. Mais si je m'en vais, comment je vais faire financièrement? D'autant plus que tu ne pouvais pas aller vers une transition douce parce que tu n'avais pas vraiment la possibilité, étant donné que tu étais fonctionnaire, de démarrer des activités à côté. C'était un peu compliqué, c'était un peu compliqué, il me semble. Hein. C'est un peu compliqué, mes activités, elles se déroulent en Ardèche parce que c'est là que j'ai le gîte familial où j'accueille pour des stages. Donc c'est plus simple d'être là à plein temps. Et puis étant fonctionnaire, j'ai pas le droit de monter une société sans être à temps partiel, sans avoir quelques contraintes de cet ordre-là. Et finalement, la période de confinement m'a bien plu parce que j'ai passé toute mon année ici. J'ai pu me rendre compte que dans cette maison de famille, on est très très bien, été comme hiver, à vivre en pleine nature, à vivre avec les éléments, avec un nouveau réseau d'amis, avec une certaine ouverture en Ardèche. On a une ouverture qu'on trouve peut-être pas partout ailleurs, des gens qui comprennent que qu'on peut vivre différemment, un peu plus éloigné du système, un petit peu en autonomie, vivre avec moins, vivre différemment, comment dire, plus simplement, de manière très générale. Alors bon, il faut avouer que tout le monde n'a pas forcément une maison de famille, mais en tous les cas, le message sous-jacent, c'est que parfois, enfin souvent même, on a des ressources personnelles, qui peuvent être une maison de famille ou autre chose, qui sont inutilisées et que l'idée, c'est d'aller chercher vraiment dans nos ressources personnelles pour nous lancer et construire, bâtir ce monde nouveau dont on rêve. Oser en fait, faire le grand saut. Je crois que ça part d'une volonté de faire quelque chose, et puis après, une fois que la volonté est là et l'intention est mise à l'univers, je crois que tout se déroule presque tout seul. Il faut juste franchir cette étape-là qui s'appelle
la peur aussi, Ouais. se dire que tout ira bien parce que finalement on est accompagné. Et c'est vrai que j'ai cette maison qui m'a permis le grand saut, mais j'avais aussi une prison dorée là-haut. L'enseignement à l'université, c'est pas un poste qu'on quitte facilement, c'est vraiment le poste en or que j'ai réussi à quitter juste il y a pas longtemps, là, il y a un mois. C'est le poste en or qu'on hésite longtemps avant de quitter, et il a fallu pas mal d'arguments et ce confinement, et puis pas mal de projets que je voulais mener pour me dire allez, c'est le moment, à 50 ans on peut... Bah ouais, quand même. Il est temps de s'émanciper. Le papa système a fait son rôle jusque-là, maintenant je vole de mes propres ailes et j'ai plein de choses à faire pour ce nouveau monde qui émerge. Alors, l'énergie, qu'est-ce qui t'a branché sur l'énergie et l'autonomie énergétique? En réalité, comme je te disais, je suis vraiment attiré par tout ce qui est autonomie, tout ce qui est souveraineté. Et pour moi, produire cette énergie, ça coule de soi, pour tout. Pour ses déplacements, pour la maison, et même l'eau en fait, même la nourriture, tout est lié. Pour moi, ne pas dépendre du système, c'est vraiment fondamental. Et c'est un long chemin, c'est quelque chose qui se mûrit, mais depuis tout bébé, tout petit, j'avais envie d'économiser l'énergie, la récupérer, la régénérer. Depuis que je suis même au collège, je pense à des solutions, parce que j'ai un esprit très... je fourmille d'idées tout le temps, donc depuis toujours, aussi loin que je me rappelle, j'ai toujours voulu aller vers là, et puis quand la nourriture pranique s'est présentée à moi, je me suis dit tiens, ça c'est un truc fantastique, ça va au-delà. Oui, parce qu'en fait, on s'est rencontrés dans cette merveilleuse aventure pranique. D'ailleurs, depuis une semaine, nous trinquons au kéfir tous les matins, on se nourrit de kéfir et de lumière. Et de lumière depuis une semaine. Et voilà, donc j'organisais des stages à une époque où Marie est venue à un stage pranique. Ouais. Et cette aventure a commencé. Et moi, ça fait 10 ans que j'ai rencontré par hasard sur le net un témoignage sur la nourriture pranique, sur quelqu'un qui vit comme ça depuis des années. Ça m'a tout de suite parlé. Je me suis dit, ça c'est pour moi, c'est mon chemin de passer par là. Et, effectivement... et donc en fait dans la nourriture pranique, c'est ça qui est intéressant, c'est que le prana c'est de l'énergie, et on est vraiment dans du coup l'autonomie énergétique, on fait circuler l'énergie, on fait circuler l'amour, la lumière, tout ça c'est information, tout ça c'est vibration, c'est énergie. Autonomie totale, ouais. C'est-à-dire que c'est encore mieux que la permaculture. J'étais à fond dans la permaculture il y a une dizaine d'années, je voulais tout lâcher quand j'ai eu un premier début de changement de vie. Je voulais venir en Ardèche faire la permaculture, et puis j'ai rencontré la nourriture pranique et je me dis non, la permaculture c'est encore un moyen terme, non c'est pas, comment on dit, c'est encore un palier avant le nouveau monde. Le nouveau monde, c'est peut-être vraiment cette liberté, c'est ressembler à Dieu finalement, qui lui est esprit. Et puis c'est un chemin bien passionnant, la nourriture pranique, qui nous permet de toucher des choses très particulières, une liberté totale, de ne plus dépendre, même pour sa nourriture, du système ou dépendre de quoi que ce soit en réalité, parce qu'on est complètement autonome quand on est nourri de lumière. Bon, après, c'est encore un autre chemin, parce que là, ça demande vraiment tout un processus de détachement de la matière, justement, et qui ne passe pas que par la nourriture. Ça passe par aussi tout un processus émotionnel. Enfin, c'est assez profond, global, et que ça génère forcément un changement radical de sa vie. En tous les cas, pour moi, c'est ce que ça a généré. C'est clair. C'est un gros bouleversement, la nourriture pranique, ça oblige, si on veut prendre ce chemin, à s'équilibrer sur tous les plans, quoi. Gérer ses émotions, parce que quand on est pranique, on a le temps de le gérer, on n'a plus d'excuses, on n'a plus l'accès au frigo obligatoire pour étouffer une émotion, on a le temps de la gérer, donc c'est le gros point à considérer, c'est gestion de ses émotions, équilibrer ses états d'âme, son physique, son relationnel avec le divin éventuellement. Ouais.
Et puis avec les autres. Et avec les autres. Enfin, ça passe par les autres d'ailleurs. Hein, ça passe par les autres. Ouais. Ok, donc après, alors l'électricité, hein, toi tu t'es intéressé à l'électricité. Oui, parce que c'est un petit peu mes compétences de base. Hein. Je suis prof d'électricité électronique, donc c'était le petit côté un peu plus facile pour moi et passionnant. Depuis toujours, je m'intéresse à cette partie de l'autonomie. Donc la maison là, que j'habite est complètement autonome en énergie parce que j'ai voulu me libérer de cet aspect-là aussi. Et à force de creuser la question, je me suis dit j'ai pas mal de compétences et je voudrais peut-être en faire profiter les autres. Donc j'organise des stages dans cette maison-là sur l'autonomie énergétique sur 2, 3, 4 jours en fonction de jusqu'où veulent aller les gens dans leur compréhension, c'est-à-dire on peut aller jusqu'à expliquer aux gens comment faire chez eux pour rendre leur maison autonome, c'est-à-dire choisir le matériel, comprendre les besoins, l'installer dans le tableau électrique pour rendre une maison complètement autonome, reliée ou pas au réseau. Alors, voilà. Oui. Toi ici, tu as fait le choix des panneaux solaires. C'est une solution, il en existe d'autres. C'est la solution de base, on va dire, mais il y a des solutions pour compléter. Donc il y a des groupes électrogènes, si on veut. Il y a des éoliennes, mais ce n'est pas le meilleur plan. Les éoliennes, c'est jamais vraiment rentable. Les éoliennes, c'est des cas très, très ponctuels où on risque de manquer d'énergie l'hiver parce qu'il y a des jours où, dans certaines régions, il n'y a vraiment pas de soleil. Donc l'éolienne, c'est le peu qu'elles apportent, c'est toujours un petit plus. Je suis plus pour les groupes électrogènes, même s'il y a un côté dépendance à certaines énergies du type pétrole. Bien qu'on puisse faire des groupes électrogènes au biogaz, donc ça c'est une piste que j'explore parce qu'il n'y a pas encore trop de systèmes sur le biogaz parce que justement le système ne veut pas que ça se développe. Hein. Il y a des fabricants qui ont été obligés de fermer cette piste-là. Donc essentiellement c'est le solaire. Parce que finalement, toi, parce qu'en fait, l'autonomie énergétique, elle peut se penser avant la construction de la maison. Et à ce moment-là, on peut employer des matériaux, des façons de construire qui vont générer, ne serait-ce qu'au niveau de toute la dimension thermique de l'habitat, des choses déjà vachement intéressantes. Mais après, quand on a un habitat déjà construit et qu'il s'agit effectivement d'aller vers une autonomie, du coup, parce qu'on dit souvent que on parle des panneaux solaires comme étant écologiques, mais ils ne sont pas tout à fait écologiques en fait. Ouais, j'ai pas de souci avec ça en fait, parce qu'effectivement il faut un petit peu d'énergie grise, mais c'est pas le souci. Il y a un lobby qui n'est pas favorable à ce qu'on soit autonome, donc on nous dit le pire sur les panneaux solaires, mais c'est assez recyclable aujourd'hui. Le retour sur énergie grise est très favorable. Il y a un tracteur qui passe. Est très favorable. J'ai pas de souci avec ça, on peut toujours nous culpabiliser sur plein de choses. Bientôt on ne pourra plus rouler en voiture, on ne pourra plus faire quoi que ce soit parce que c'est. Oui, mais ma question elle était plus en fait en quoi ça serait pas écologique? Pour moi, c'est très écologique d'être producteur de son énergie, il n'y a pas de souci avec ça. Oui, non, mais les personnes qui disent à juste titre que les panneaux solaires, ok. Parce que pour la fabrication, il faut de l'énergie grise, donc voilà. Du pétrole. Oui. Et soi-disant, ça ne produit pas assez pour être rentable sur 10 ans, 20 ans, mais ce n'est pas vrai. Ça, je pense que c'est beaucoup plus court que ça. Je n'ai pas fait les calculs, mais c'est beaucoup plus court que ça. En tout cas, tous les cas, c'est un palier, je dirais, une alternative qui est aussi quand même intéressante. Toi, tu es complètement autonome, c'est-à-dire que tu es relié à EDF ou pas du tout? Là, je suis encore relié, mais c'est transitoire. Là, c'est vraiment assez nouveau. Là, ça fait même pas un an que je suis autonome et je suis encore relié au réseau. On appelle ça un système de stockage d'énergie, donc ESS. Et donc je peux réinjecter, si j'ai du surplus, je peux réinjecter encore. Et je voudrais passer l'hiver comme ça parce que je n'ai pas encore l'autonomie pour l'hiver. Pour l'instant, en été, je suis en surproduction, mais je ne sais pas l'hiver comment ça va être. Je vais augmenter ma capacité de panneaux, mais comme je chauffe, encore c'est une maison que je n'ai pas transformée, donc tout est électrique. Elle n'est pas isolée, donc je pense que j'aurai des besoins et je pense que j'aurai encore besoin de me raccrocher au réseau électrique, mais on verra, ça se trouve non, si je mets assez de panneaux, je pourrais être complètement autonome, mais bon, en sécurité, pour l'hiver,
je reste connecté, mais l'idée c'est d'être complètement autonome et puis j'avance petit à petit. J'aurai sans doute un groupe électrogène si j'arrive à avancer suffisamment vite sur le biogaz pour faire ma production de gaz, parce que c'est des pistes intéressantes aussi, le biogaz. Donc par rapport à ce que tu disais là, donc ma solution c'est solaire pour la base. Après je vais compléter avec le réseau pour l'instant, un groupe électrogène, pas d'éolienne, j'ai fait ce choix-là, c'est pas une région où je peux avoir une éolienne. En plus une éolienne pour qu'elle marche, il faut qu'elle soit très haut, à 24 mètres. Donc c'est pas intéressant et puis c'est pas écologique, hein, quoi qu'on puisse en dire dans la littérature, c'est pas écologique non plus, c'est pire encore. Hein. Ah ouais? Bah oui, ça fait du mal à la nature. C'est pas écologique au niveau du bruit, parce qu'apparemment ça fait quand même pas mal de bruit. Il y a toujours un sifflement, même si on l'entend pas trop, c'est un sifflement, ça embête la faune aussi, c'est visible, et puis c'est pas rentable du tout. Vu le prix, non, c'est pas rentable. On le met pour compléter si vraiment en hiver il y a eu une semaine de mauvais temps, mais ça arrive jamais dans ces régions-là, mais dans d'autres régions ça pourrait arriver, qu'il n'y ait vraiment pas de soleil, et puis le peu qui peut arriver par l'éolienne, c'est le peu qu'on n'aurait pas eu en site isolé, c'est-à-dire que c'est même pas mon cas parce que je suis encore lié au réseau. Et je pense le cas des gens qui vont se mettre au solaire, ils vont quand même rester un petit moment au réseau. Quand ils peuvent. Après, un site isolé, non. On démarre de zéro, on n'a pas de réseau, donc là on fait avec. Mais... Et est-ce que tu t'es déjà penché sur la question de l'autonomie en eau, récupération des eaux usées Ouais. Ah ouais. Je suis très fan de ça parce qu'il y a des solutions qui marchent bien et pas très très chères. Il faut juste s'y mettre, c'est comme tout, il faut juste passer le temps. Et puis aujourd'hui, on a le temps de rien parce qu'on est peut-être dans le guidon, dans un boulot, dans des croyances qu'il faut faire ceci, cela, s'occuper, remplir son temps. Mais non, en fait, c'est faux. Mais si on fait ce choix-là de vivre autrement, on peut aussi passer quelques instants, quelques jours ou quelques semaines à récupérer son eau, à la filtrer. Il y a un site très bien fait qui s'appelle Autarcie, tarcie.org, et qui résume bien. Et moi, c'est là que j'ai appris beaucoup de choses. C'est un site copieux. C'est un monsieur qui a fait ce site-là, qui a passé sa vie sur l'eau, sur le traitement de l'eau, et qui a résumé l'essentiel. Donc je conseille vraiment ce site. Un vieux monsieur là qui est mort d'ailleurs cette année. Et voilà, donc moi j'ai eu la chance d'avoir un captage d'eau, donc je vais filtrer ça et je serai autonome en eau. J'ai planté un verger, donc le confinement m'a donné un petit coup de pouce pour me dire je quitte tout le système. Donc j'ai planté un verger, je vais monter un petit potager, en plus de la question pranique bien sûr, mais je mène tout de front parce que comme en permaculture, il faut mêler les différentes solutions, quelques redondances aussi, ne pas avoir toutes ses billes dans un même panier. Donc là, effectivement, plus on élargit ses possibilités, mieux on sera résilient à une éventuelle rupture de la normalité, on peut dire ça comme ça, parce qu'aujourd'hui, voilà, on sait qu'il peut se passer des choses. Demain, on ne sait pas où on en sera. Hein. Les libertés se restreignent, les approvisionnements, on ne sait pas s'ils seront toujours là. En tout cas, je pense qu'il y a des chances que non. On nous parle depuis un an déjà, on nous parle de coupure électrique. Donc, je prends les devants. Les coupures électriques, moi, j'ai besoin de mon ordinateur, c'est mon outil de travail. Je prépare mes formations, je fais beaucoup de recherches sur le net, je passe ma vie sur l'ordi. C'est une autre forme de dépendance, mais pour l'instant, elle m'aide à sortir du système. Et donc, disons qu'on y a pas mal d'informations aussi. C'est intéressant de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et moi, ce que j'avais envie de dire aussi, parce qu'hier on en a un petit peu parlé, c'est que ne pas confondre autonomie avec autarcie. Et du coup, d'aller vers je ne dépends plus de rien, je me replie sur moi-même et je ne suis plus en lien avec l'extérieur. Or, le comble d'une cellule vivante et de la vie, c'est qu'elle est en interaction permanente avec l'extérieur, et que c'est super important vraiment de nourrir cette interaction avec l'extérieur, relationnellement, économiquement, énergétiquement, sur tous les plans en fait. D'être vraiment dans ce mouvement d'ouverture, et je dirais presque que c'est l'ancrage même de la souveraineté quelque part. Hein.
c'est comment je reste centrée tout en étant en relation avec le monde extérieur, en fait. Hein, c'est un peu... Ouais. Mais effectivement, c'est important les relations. Et c'est paradoxal parce que je suis en plein milieu de la forêt, là. Et c'est là que j'ai plus de relations par rapport à la ville que j'ai quittée. J'ai plus de relations avec mes amis ici parce qu'on se retrouve à chaque occasion. Le moindre marché, c'est l'occasion d'un festival parce qu'il y a toujours de la musique. Le moindre petit marché local, c'est une fête. Ici, c'est l'occasion de fête à tout instant, quoi. On se regroupe, on est content de se regrouper. Et puis, c'est une vie différente. On est moins sur l'argent, on est plus sur l'échange, sur le troc, on se rend service. Et il y a beaucoup plus d'interactions, pour rebondir sur ce que tu dis là. Il y a vraiment beaucoup d'interactions. Et non, je ne parle pas d'autarcie là, je parle vraiment d'autonomie. Et l'autonomie, c'est une autre forme d'interaction plus avec la faune et la flore en réalité. Parce qu'ici, on peut avoir un composteur, par exemple. Un composteur, pour moi, c'est magique. Hein. C'est recycler, c'est fermer la boucle. C'est quand on épluche un légume ou quand on a un reste de quelque chose, c'est recyclé directement, alors qu'en ville, j'avais pas ces facilités-là. C'est intéressant, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que c'est fondamental en fait. Hein. L'autonomie, c'est en fait favoriser, avoir plus de liens avec la flore et la faune, et donc en l'occurrence avec la nature. Hein. Moi je dis tout le temps, il faut reposer la nature au cœur de la culture, parce qu'on s'est dissocié de la nature et de l'intelligence de la vie, et donc forcément de notre propre nature aussi. Et se reliant justement à cette nature et au cycle naturel de la vie, à l'intelligence de la vie, à la faune, à la flore, enfin, etc., effectivement, on devient plus vivant. C'est même une forme de jouissance, de se dire qu'on est relié à tout, aux éléments, on est relié à tout. Moi, fermer les cycles, j'adore ça. C'est-à-dire que quand je mange quelque chose, je sais que ça retourne à la terre d'une manière directe et puis c'est recyclé. Mon compost, tous les ans, d'ailleurs, je ne m'en occupe pas, hein, je le remplis. Au bout d'un an, j'en fais un deuxième. Et puis, quand le deuxième est plein, le premier est fini. Et puis, je m'en sers pour enrichir mes arbres, en fait. Hein. Je mets tout ça au pied des arbres, c'est fantastique de se dire que voilà, j'ai pas de poubelle, j'ai très peu de poubelle vu que je mange quasiment cru. C'est-à-dire que mes seuls déchets, c'est des trognons. C'est des trognons et quelques épluchures. Ok, écoute, merci Vincent. Donc si vous voulez les coordonnées de Vincent, c'est sous la vidéo. Et puis écoute, hein, tu fais des stages donc pour l'autonomie énergétique, des stages prana aussi, on aura peut-être l'occasion d'en parler plus profondément. Voilà. Et puis n'hésitez pas à le contacter. Hein, et plein d'autres activités, mais on en parlera une autre fois. Okay. On fait comme ça. Merci à toi. Merci Marie. Eh bien, bonne fin d'été à tous et à très bientôt. Au revoir.